Bonjour. 34e jour de la guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas. Tsahal a capturé un bastion assez important du Hamas et un arsenal de roquettes, missiles, explosifs et munitions. Il y a toujours des tirs sur les villages israéliens et ils se poursuivent nuit et jour, mais pas avec la même intensité. Au nord, il y a eu des tentatives d'infiltration et la tension est assez vive. Pour en parler avec Jacques Neria, nous voulons tout d'abord aborder, devant les pressions américaines, européennes et arabes, sur un éventuel cessez-le-feu. Est-il possible d'arrêter donc les combats, ne fût-ce même pour quelques jours, et connaissant parfaitement, comme vous le savez, cher Jacques Temeria, la position officielle israélienne nous dit clairement pas de cessez-le-feu sans la libération des otages. Enfin, nous entendons dans ces jours-ci et aujourd'hui encore des chefs du Hamas nous dire parler d'un échange éventuel de tous les otages. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation un peu ambiguë et vous pouvez nous donner des précisions concernant et faire le point sur la situation? Ok, alors, face aux pressions américaines de l'opinion mondiale, Israël, je dirais, oppose une position très ferme concernant le cessez-le-feu. Cessez-le-feu égale retour des otages en premier lieu. Donc, ce qui pour l'instant n'est pas sur la table, ce n'est pas un sujet à négocier. Ce que le Hamas est en train de proposer, c'est de nouveau de manipuler par l'intermédiaire du Qatar, manipuler Israël, essayer de soutirer d'Israël autant que possible une trêve, un cessez-le-feu pour pouvoir se réorganiser. C'est le problème principal du Hamas aujourd'hui. Il a perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. La partie centrale est problématique aujourd'hui. Il a ses unités qui sont de manque de communication et donc de savoir où sont dispersées ces unités, où elles sont déployées, face à qui elles se tiennent. Donc le commandement central n'a pas idée, il est presque aveuglé par les activités israéliennes. Et aujourd'hui, arrêter le feu, cesser le feu, voudrait dire de lui donner le temps de se réorganiser, de reprendre du souffle, et de nouveau, ça va nous coûter des vies humaines que nous n'avons pas envie de payer, naturellement. Ce qu'on peut, face à la pression étrangère, on peut accepter des pauses humanitaires, c'est-à-dire des pauses humanitaires avec un couloir humanitaire comme il se passe aujourd'hui sur l'avenue Salah ad-Din, où entre 9 heures du matin et 14 heures de l'après-midi, les citoyens ou les Palestiniens peuvent tout simplement se diriger vers le sud de la bande de Gaza. C'est un passage sûr qui est plus ou moins assuré par l'armée israélienne, pas plus que ça. Mais sous le contrôle, évidemment, on a vu des chars israéliens le long de la route Et la pour protection la superviser protection des donc gens. ce départ. Oui, tout à fait. Donc, ce qui s'ensuit, c'est que nous sommes prêts, naturellement. Les Français ont amené des bateaux hôpitaux qui sont au large de la bande de Gaza. Les Italiens font de même. D'autres pays comme les Émirats arabes sont en train de mettre sur pied un hôpital de campagne dans le sud de la bande de Gaza. Tout cela sera accepté par Israël. Sera accepté par Israël pourvu qu'on ne demande pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu égale pour nous retour des otages. Ce n'est pas 10 otages, ce n'est pas 12 otages, ce n'est pas au compte-gouttes. Nous sommes ici pour recevoir les 239 otages que le Hamas et ses acolytes ont tout simplement pris le 7 octobre. Écoutez, ce matin, on a eu des informations comme quoi des photographes des grandes chaînes de télévision américaines, européennes, comme CNN, ont employé des photographes palestiniens qu'ils savaient la veille pour pouvoir filmer donc ces massacres terribles le jour même du 7 octobre.
Alors, Alors, comment voyez-vous cette connivence entre la presse d'une part et aussi les photographes palestiniens? On l'a vu d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, en l'an 2000, dans l'affaire Al-Doura, où on a vu des Palestiniens filmer aussi certaines images. Donc, il y a là une connivence. Est-ce qu'un photographe, je parle d'éthique et d'éontologie vis-à-vis de la presse, est-ce que des images pareilles portent préjudice aux Israéliens et comment combattre tout cela? écoutez, je ne pense pas que les grandes chaînes aient été impliquées dans cette affaire-là. Je suis loin de douter que cela, naturellement, les a surpris pour autant. Le fait, c'est qu'ils aient reçu des photos, je dirais, live pendant les événements, tout simplement nous font conclure que ce sont les photographes, des freelancers, qui ont travaillé et qui ont fourni aux chaînes des photos, je dirais, dès les premières étapes de l'attaque. Donc, ce qui en découle, c'est qu'ils se sont conduits comme des correspondants de guerre. Donc, à la solde et au service du Hamas, on voit très bien le représentant, le photographe avec qui Senoir fait le petit bisou. Donc, ils étaient là à filmer toutes les horreurs et toutes les cruautés en accompagnant les unités de terroristes qui ont traversé la frontière et naturellement sévi dans les différents villages frontaliers. Oui, mais écoutez, cela est d'abord un scandale et l'absurdité, comment comparer un vrai correspondant de guerre avec, accrédité par les autorités, filmé évidemment sur le plan déontologique et éthique, et d'autre part, nous avons ici, je dirais, à la fois des photographes charlatans qui sont là, présents sur le champ de bataille et qui reçoivent un salaire du Hamas pour filmer certaines scènes qui seront probablement aussi manipulées. Les images n'ont pas été directement envoyées, ils ont été probablement aussi manipulées dans ce sens-là. Écoutez, Freddy, je suis d'accord avec vous. Je pense que CNN d'abord s'est comporté comme il fallait. Ils ont tout simplement licencié le photographe pour plus avoir affaire à eux. Je m'attends de la même manière à savoir que Associated de Presse et de Reuters et d'autres et New York Times feront de même. Ce que j'attends le plus, c'est que ces diverses chaînes et ce journal-là nous communiquent toutes les photos et toutes les vidéos qui ont été prises par ces photographes-là, parce que de ce point de vue-là, nous pourrons au moins dévisager et savoir par l'intermédiaire de ces photos-là s'il y a des gens kidnappés, des gens tués, des Israéliens qui ont été tués dont on ne sait pas aujourd'hui le sort. C'est très important aussi pour naturellement immortaliser, entre guillemets, naturellement, la cruauté de ces animaux-là. Et ce sont des choses à faire voir au monde entier pour leur démontrer avec qui nous avons affaire. Oui, bien sûr, c'est à double tranchant. Revenons, si vous interlocuteur permanent sur les chaînes de télévision, y compris israéliennes, le fameux donc chef de la milice libanaise, Hassan Nasrallah, qui va revenir sur les écrans dans les salons israéliens samedi pour nous dire je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'on peut penser que Nasrallah a changé d'avis depuis quelques jours? Quelle est sa stratégie? Quelle est sa tactique? Qu'est-ce qu'il va dire exactement? Alors d'abord, il faut le savoir, nous sommes en état de guerre avec le Hezbollah. Qu'on ne se trompe pas. Ce qui se passe sur la frontière entre nous et le Hezbollah est inédit, sans précédent, et ce sont des journées de combat qui sont livrées pendant 24 heures. Et donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de mieux. Ce que le Hezbollah est en train de faire, il est en train de transformer cette confrontation militaire en une guerre d'usure. C'est-à-dire, il est en train de la guerre d'usure avec trois éléments. Le premier élément, c'est la frontière israélo-libanaise est devenue la zone de sécurité du Hezbollah. Donc tout se passe à l'intérieur de la zone israélienne. Pour lui, naturellement, les attaques sont dans une certaine profondeur. La ceinture de sécurité qui existait au sud du Liban a été reportée dans le territoire israélien. C'est la première chose que le Hezbollah a fait. Deuxième chose, c'est à cause du Hezbollah et de ses attaques sur cette région-là, 60 000 citoyens israéliens ont dû quitter leurs habitations et leurs localités. Troisièmement,
l'armée israélienne, au lieu de concentrer toutes ses troupes sur la bande de Gaza, a été obligée de déployer des forces face à la menace du Hezbollah, ce qui fait que, de son point de vue, face à ses, je dirais, ses partenaires de Hamas, il peut dire très clairement, écoutez, c'est ma contribution à la guerre. Est-ce que ça va se limiter à ça? Certainement pas, parce qu'on le voit qu'il est en train d'employer de plus en plus des équipements de plus en plus sophistiqués et qu'il est de plus en plus coordonné avec les milices irakiennes qui sont déjà déployées au sud Liban et celles qui sont au Golan. Écoutez, on a vu la faillite de l'ONU, surtout la FINUL, pas respecte ni le Hezbollah évidemment, mais la FINUL n'a pas cette puissance ni cette notoriété de pouvoir imposer donc un cessez-le-feu et contrôler la situation, comme on l'a vu le long de la frontière libanaise. Et dans ce cadre-là, on peut se poser la question, demain, la fin des hostilités, que va devenir donc cette zone de sécurité au Liban, d'une part, mais aussi à Gaza? Est-ce qu'on va garder ou sauvegarder quelques kilomètres pour pouvoir assurer la sécurité donc des villages israéliens au nord comme au sud? Écoutez, Freddy, la situation du 6 octobre ne reviendra pas. C'est-à-dire que les Israéliens ne sont pas prêts à revenir dans leur village, dans les kibbutzim et dans les moshavim au long de la frontière, si jamais la menace du Hezbollah n'est pas éliminée. Comment éliminer cette menace? Par deux moyens. Un moyen, donc, c'est la pression diplomatique, essayer de peser sur ce qui reste du gouvernement libanais pour convaincre le Hezbollah de retirer ses forces au-delà du Litani, en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1701 qui limitait, je dirais, la présence de Hezbollah au-delà du Litani. Donc, ce qui fait quand même quelques bons kilomètres loin de la frontière, ce qui permettrait naturellement aux habitants de revenir dans leurs habitations. Une autre possibilité, et celle-là, naturellement, c'est une possibilité malheureuse pour tout le monde, c'est tout simplement d'utiliser le glaive et de couper la tête du serpent, c'est tout. Bien, nous avons conclu évidemment la fin de l'histoire, de la saga avec Nasrallah. Donc, je suppose que dans les jours qui viennent, il y aura une évolution et on suivra évidemment de près toute cette. Écoutez, Freddy, il faut faire attention à ce qui se passe en Syrie et en Irak. Les Américains sont sous attaque. Il y a déjà eu plus de 40 attaques contre les bases américaines Et il y a eu hier des raids. il y a eu deux F-15 qui ont bombardé un dépôt de munitions et juste après, pour la première fois, et c'est le développement le plus important, l'artillerie de l'armée syrienne a bombardé les positions américaines. Donc, il y a un nouvel élément qui rentre, je dirais, dans l'équation aujourd'hui, l'armée syrienne qui jusqu'à présent était muette. Bien, merci Jacques Neria. Alors à très bientôt. À très bientôt.